tout le monde, au programme aujourd'hui, Marianne Gabriel vous présente Une Bible comme un roman de Philippe Leschermeyer, un très beau livre pour la jeunesse. Mais avant, suivez le guide dans une visite insolite au château Hutschneider, une animation originale proposée par la Casque lors des Journées du patrimoine en septembre 2016. Et quant à moi, j'ai encore beaucoup de travail, il faut que je remette tout le plateau en place. La rentrée, c'est demain. Et visiblement, tout n'est pas prêt. Bonne journée à tous, à demain! Bonjour à tous. Philippe Leschermeyer est né en 1968 à Strasbourg. Après des études de lettres et de nombreux voyages à travers le monde, il s'installe et enseigne à Strasbourg. Il se met à écrire après la naissance de ses deux filles, le succès de Princesse oubliée ou inconnue, illustré par Rebecca d'Outremer, le fait connaître du public. Un an plus tard, il récidive avec Graines de cabane. Il se dit rêveur, solitaire, un pied sur terre, un autre dans les airs. Il aime Michel Strogoff, Simbad le marin et les ricochets dans l'eau. Philippe Leschermeyer joue avec des univers variés, inspirés par ses voyages. Auteur prolixe, il publie 3 à 4 titres par an. Bonjour Philippe Leschermeyer. Bonjour. C'est vrai que j'ai du mal à dire votre nom, mais je vais y arriver. Je ne le prononcerai pas en néerlandais, rassurez-vous. Alors, vous êtes un auteur prolixe. Votre premier livre, La Valise, suivi par celui qui vous a fait connaître, Princesse oubliée inconnue. D'où vous viennent vos sources, votre inspiration? Alors, je me sers un petit peu de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui se passe autour de moi. En fait, souvent, la question de l'inspiration, c'est la question un peu... C'est souvent celle qu'on nous pose quand on écrit ou quand on peint ou pour les créateurs. Parce que j'ai cru comprendre que vous avez commencé à écrire une fois que vous avez eu vos deux filles. Moi, j'ai toujours un peu écrit, c'est-à-dire j'ai toujours été, comme il y a des enfants qui sont avec un pinceau ou un crayon de couleur et qui sont toujours en train de dessiner sur un bout de table, moi j'ai toujours été avec un stylo à la main, un bout de papier, et puis j'ai toujours aimé inventer des histoires. Souvent, ma mère disait « Philippe, il est bien, ce gamin, il est gentil, mais il raconte beaucoup d'histoires ». Et c'est vrai que j'avais tendance à prendre la réalité comme ça, et puis à l'enjoliver, et puis à imaginer des digressions et un certain nombre de choses qui permettaient de rendre des fois le quotidien plus drôle ou plus poétique. Et là, vous êtes attaqué à un monument, ma Bible. En fait, vous avez pris un texte sacré et vous l'avez agencé à votre façon. Comment est né ce projet ? Il y a plusieurs, on pourrait dire qu'il y a plusieurs étapes dans l'arrivée de ce projet. La première, c'est que, pour revenir à mes filles, c'est vrai que je leur écrivais des histoires et surtout j'aimais beaucoup ce moment le soir où, c'est un moment que beaucoup de gens connaissent, qui est un moment un peu privilégié où on leur raconte une histoire, on prend un album, on prend un livre. Et moi je leur lisais beaucoup de choses et j'aimais bien élargir un petit peu les champs, pas nécessairement lire des choses que pour les enfants. Et un jour j'ai dû lire de la mythologie et puis je me suis dit tiens, je pourrais raconter une histoire de la Bible. Et j'ai pris une Bible qu'il y avait chez moi, j'ai cherché, puis j'ai commencé à lire, et puis j'ai vu que ça ne les intéressait pas beaucoup. Et même moi, j'étais un peu déçu, non pas déçu du texte, mais j'y retrouvais pas les souvenirs que j'avais. Et en fait, peu à peu, je me suis rendu compte que je me suis rappelé que moi, mon approche de la Bible, c'était ma grand-mère, qui souvent le soir me racontait déjà des histoires quand j'étais chez elle. Et là, je me suis rendu compte tout le travail qu'elle faisait, c'est-à-dire un vrai travail de conteuse, c'est-à-dire qu'elle prenait une histoire, l'histoire restait dans sa trame assez correcte, mais elle y mettait de l'emphase, il y avait des personnages qu'elle aimait bien, donc elle leur donnait plus de poids, etc. Et du coup, j'ai refait un petit peu cette démarche avec mes filles, c'est-à-dire je me suis dit, demain je vais vous lire une histoire, j'ai repris une des histoires de la Bible, et toute la journée j'ai réécrit à ma façon cette histoire-là, et le lendemain je leur ai lu ce texte, et là j'ai vu leurs yeux qui brillaient, j'ai vu qu'elle restait accrochée à mes lèvres et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé, j'ai mis au service de ce texte mon talent de conteur et d'écrivain et ça fonctionne. Et c'est comme ça que c'est né. Après, comment on en est arrivé à un livre ? Tout simplement un repas avec mon éditrice, un fin de repas, peut-être un verre de vin de trop, j'en sais rien. Et elle me dit, allez Philippe, si je te laisse carte blanche, je te dis, fais ce que tu veux, on ne parle pas d'argent ni de temps, qu'est-ce que tu fais ? Alors je dis, je réécris la Bible. Et elle m'a dit, ok, chiche. C'est pas neutre quand même. Et c'est parti. C'est pas neutre. Ah non, vous qui vous dites athée. Oui. C'est un peu curieux que vous vous attaquez à un texte sacré.
Non, je crois pas. Je crois. Non. Enfin, oui, bien sûr, c'est souvent la première réaction. Mais je crois qu'après, on peut difficilement se dire que ce texte n'a pas eu d'incidence sur notre existence et sur notre civilisation. On est le fruit, en grande partie, de La ce. Bible appartient à tout le monde. Voilà, moi, je pense qu'elle n'est pas réservée à ceux qui croient. Et je pense que, de toute façon, quand bien même on ne croit pas, notre monde a été influencé par ce texte. Et je trouve que, moi, j'ai un peu l'idée quand même qu'on se construit sur les histoires qu'on nous raconte. Et je pense qu'il y a 3 grandes sources comme ça qui sont importantes. Il y a la Bible, il y a la mythologie grecque essentiellement, et les contes merveilleux. Et toutes ces histoires se mêlent et nous construisent notre imaginaire, notre façon de voir les choses. Et donc, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on vit dans un monde où les gens se sont coupés un peu de cette source-là, soit pour des raisons idéologiques parce qu'ils ne sont pas dans la religion, mais même souvent j'ai croisé beaucoup de gens croyants qui lors de dédicaces achètent le livre et m'en parlent. Et souvent eux ont même une connaissance assez limitée, ils connaissent toujours quelques épisodes, mais il y a beaucoup d'épisodes qui sont oubliés. Vous prenez des personnages que j'avoue que je ne connaissais pas non plus. Notamment quand on parlait des livres des rois, effectivement il y a des personnages effectivement, qui nous paraissent ou un souvenir lointain. Et là, subitement, vous tracez un portrait. C'est très intéressant. Oui, parce que comme je pense que ce texte est un peu la mère de tous les récits, on y retrouve beaucoup de choses. Moi, je dis souvent l'Ancien Testament, c'est Shakespeare. C'est dur aussi. C'est Shakespeare, hein, ça tue, ça massacre, ça Ouais. trahit, il y a de la passion, il y a tout ça. Et donc, c'est très mythologique aussi. complètement, oui, c'est sa construction d'ailleurs dans ses origines. Et donc, moi, je trouvais que c'était un matériau qui était ignoré. Et donc, mon travail, ça a été de lire plusieurs traductions, d'essayer de trouver les histoires fortes, parce que j'en ai écarté certaines, et de voir comment moi, je pouvais les mettre en valeur, comment je pouvais faire frémir, comment je pouvais faire pleurer, trembler, aimer, émouvoir, grâce à mon écriture, mais tout en gardant la justesse du récit initial. Alors, je voulais un peu avoir votre avis, parce que vous parlez du fondement de l'humanité en parlant de la Bible, et vous parlez aussi d'un héritage culturel. Alors, quelle est la différence que vous faites, par exemple, entre un héritage cultuel, c'est-à-dire quand on croit, ou quand on a la foi, ou quand on quelque chose qui rend hommage à un dieu, et l'héritage culturel? Alors, l'héritage culturel, c'est tout ce que le texte a entraîné, c'est-à-dire au niveau de l'art, au niveau de l'architecture, au niveau de la psychologie. Donc voilà, on pourrait, pour simplifier, dire ça dans un premier temps. Dans l'autre cas, il y a quand même tout un aspect qui n'est pas dans mon texte, par exemple. C'est-à-dire que les psaumes, par exemple, on ne les trouvera pas. C'est-à-dire que toute la partie qu'on pourrait qualifier qui amène à la prière, qui amène est absente de mon livre. C'est bien pour ça que ça ne s'appelle pas la Bible, mais une Bible. Il ne s'agit pas de tromper. Voilà, il s'agit pas de tromper le lecteur, mais voilà. Bon, c'est un peu la mienne, mais disons que voilà, une Bible, parce que je ne voulais pas que quelqu'un me dise mais attendez, j'ai pris votre livre, je l'ai acheté, et puis c'est pas la Bible. Non, c'est pas la Bible. C'est une Bible, une proposition de Bible, et qui va se concentrer essentiellement sur l'héritage culturel. Cependant, si ce n'est pas un ouvrage religieux, ce n'est pas un ouvrage anti-religieux, c'est très respectueux de la foi, des récits de départ. Et dans mes lecteurs, je trouve autant si ce n'est plus de croyants que de non-croyants. On adhère totalement, effectivement, c'est très respectueux et c'est bien le cas. Hein. Et d'ailleurs, on va vous faire lire un extrait. Tous les chrétiens connaissent l'Annonciation. Donc l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va porter l'enfant de Dieu. Je vous propose de lire ce passage. L'homme-oiseau volait très haut dans la nuit, tellement haut que personne n'aurait pu l'apercevoir, même en levant la tête vers le ciel, même en ouvrant les yeux très grands. Le vent balayait ses cheveux, déformait son visage. Toutes ses plumes étaient resserrées pour empêcher l'air de passer. Il se laissait porter le plus longtemps possible, puis, mobilisant chacun de ses muscles, jusqu'au moindre tendon, il battait des ailes pour trouver un nouveau souffle d'air chaud qui l'emmènerait encore plus loin, encore plus haut. Il vola toute la nuit vers l'Orient. En bas, il n'y avait presque jamais de lumière. Parfois, les flambeaux d'un palais, un feu allumé par un berger, la lueur du four d'un boulanger. Autrement, rien que l'obscurité. Une Bible comme un roman, dans
dans votre Bible, je vais le nommer comme ça, dans une Bible comme un roman, finalement il y a un mélange de genres incroyable, un mélange de genres littéraires. Alors on trouve de la prose, du théâtre. À un moment, c'est La Mouche qui raconte l'exode du peuple juif. C'est quand même extraordinaire. Comment vous est venue cette idée aussi de mélanger tous les styles littéraires? Alors c'est un peu lié à l'histoire de l'Ancien Testament. On sait qu'il y a, je sais pas, un très grand nombre d'auteurs. C'est des récits qui se construisent sur 2000 années à peu près. Et donc il y a quelque chose, nous on connaît des versions un peu unifiées parce qu'il y a eu des traductions qui sont passées, qui ont repassé et qui ont lissé tout ça. Et donc moi j'avais envie de retrouver, de rendre un peu hommage à tous ces auteurs inconnus en quelque sorte. Et donc de chaque fois trouver une autre écriture. Je lisais moi les différentes traductions et puis j'essayais de voir moi quelle serait la forme qui rendrait le mieux l'émotion que je pouvais trouver. Et donc j'ai essayé chaque fois de trouver d'autres écritures qui étaient plutôt poétiques ou plus romanesques. Après ça dépendait aussi déjà de l'état du texte, c'est-à-dire comment je pouvais le juger d'un point de vue littéraire. L'histoire de Joseph par exemple, je la trouve, c'est une écriture très moderne déjà, on a vraiment l'impression d'un quelque chose qui ressemble à un roman. Donc je ne me voyais pas retravailler ça, donc de la même façon, je trouvais que du coup j'avais pas ma place, alors j'en ai fait une pièce de théâtre, de façon à renouveler cette histoire et de proposer autre chose. Et du coup ça rend vraiment ce texte très intéressant et très novateur. Oui, alors c'est vrai que c'est une belle expérience quand on est auteur de travailler sur une matière aussi noble et aussi profonde. Et c'est vrai qu'il y a une notion peut-être, c'est celle du temps. Par rapport à ce que je veux évoquer avec l'éditrice, c'est vrai que je suis resté longtemps sur c'est un travail, souvent, quand je travaille sur un livre, c'est pas que je suis pressé de le terminer, mais disons qu'il y a un temps pour le faire. Et puis Combien de temps vous avez mis pour... Je suis resté 3-4 ans à peu près. Alors ça ne m'a pas empêché de travailler sur d'autres textes. Mais c'est vrai quand on rentre dans une aventure comme celle-ci, on rentre un peu, c'est un peu l'aventure humaine. Et donc j'avais pas du tout envie d'en sortir trop vite. Donc souvent, même mes voyages, j'allais à Florence visiter telle chose, tel tableau par rapport à une histoire sur laquelle j'étais en train de travailler. Enfin, je me suis fait un petit parcours comme ça, qui était, je me disais, ça va être une fois dans ma vie. Et prenons le temps de réfléchir, prenons le temps d'écrire. Et donc il y avait ces envies de trouver des écritures. Puis comme pour moi c'est un peu un texte, c'est un peu le texte des origines. Donc je me disais, c'est bien de montrer un petit peu toutes les histoires qui sont sorties de ce texte. Et donc ça, c'était la raison pour laquelle j'avais une façon de travailler comme ça, avec des styles d'écriture très différents. C'est un peu comme... la Bible est constituée de livres, d'ailleurs. Donc en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait chaque fois? Chaque histoire, c'est presque comme un nouveau livre. Quand des collègues, auteurs ou illustrateurs me disaient, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, je travaille sur un livre. Ils me disent, c'est toujours le même. Je dis, mais en même temps, en écrivant ce livre, c'est comme si j'en avais écrit 100, tellement c'est riche. Comment il a été accueilli par les gens religieux, les prêtres ou les... Plutôt. Vous avez eu des échos? Oui, j'ai eu beaucoup d'échos, j'ai eu beaucoup de courriers, beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont contacté, ou quand on signe le livre, beaucoup de gens qui viennent. C'est un des rares ouvrages, chaque fois que quelqu'un vient lors d'une séance de dédicace pour prendre ce livre, les gens racontent toujours leur rapport à ce livre. Et c'est très touchant parce que quelque part les gens se racontent en quelques minutes, c'est un moment qui dure, un échange qui dure 4-5 minutes, et en fait les gens qui viennent pour acheter ce livre, pour le lire, vous racontent leur histoire, à quel point ils n'en voulaient pas, à quel point c'était important, enfin toutes les histoires sont là. Après, j'ai été assez surpris parce que moi, dans mon idée, j'écrivais un peu ça pour les gens qui ne connaissaient pas la Bible. Et je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute autant de lecteurs, si ce n'est plus, de croyants, qui sont souvent émus par le texte, surtout le Nouveau Testament. Et ils me disaient, j'ai vraiment été ému par ce passage. Pourtant, je le connais, je l'ai lu plein de fois. Et là, dans votre version, vraiment, ça me touche. Et donc, oui, ça a été plutôt positif. On a même eu des prix. Là, on était en Suisse pour un prix remis par une société biblique protestante. Et vous-même, est-ce que ça vous a bouleversé de travailler sur... C'était pas anodin. Ouais. C'était pas anodin. C'était une écriture, surtout pour le Nouveau Testament, puisque moi, enfant, j'étais allé au catéchisme et tout ça, et donc je connaissais assez bien le Nouveau Testament. Et le fait d'y revenir et d'écrire là-dessus, c'était pas comme pour Till Lespiègle, par exemple. Il y avait une vraie émotion, et je sentais que j'étais dans une matière très très riche qui, pour moi, c'était vraiment un double retour aux origines, quoi. C'est-à-dire nos origines, les premiers récits, et puis l'origine, mon enfance, ma grand-mère qui me racontait ses histoires. Donc ce double mouvement était pour moi vraiment émouvant et touchant. Ouais. C'était vraiment une très belle aventure. Merci beaucoup Philippe Leschermeyer d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une Bible, publié chez Gauthier Languereau.
Très bien, merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Voilà, et à très bientôt entre les lignes. Alors, nous avons été accueillis ici par Cindy. Moi, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue ce soir pour une première en nocturne, donc la présentation de ce château Hutschneider. Moi, je m'appelle Frédéric, je suis guide animateur du patrimoine ici à l'Office de tourisme. Et on vous accueille ici au corps de chasse. Pourquoi ? Tout simplement, vous êtes ici proche de ces bâtiments annexes du château, mais on va dire presque hôteliers. Mais hôteliers pour qui ? Hôteliers pour les chevaux. Ici, il y avait des étables également à Chenil. Il faut savoir que la famille Hutschneider adorait les chevaux et surtout, il les bichonnait, il les soignait. C'était des chevaux de course qui faisaient courir. Nous sommes en l'époque 1900, donc on les faisait courir, bien sûr, à l'époque allemande, à Baden-Baden et même à Berlin. Veuillez me suivre. Elle vous plaît la présentation? Ah, voilà. On ne voulait pas vous faire venir pour rien. Vous n'avez pas fini d'être étonné. J'espère, on va vous surprendre encore un peu. Donc voilà, en bas, vous avez compris qu'on essaiera ce soir de vous présenter un peu le patrimoine différent. Donc le château en lui-même, donc ce soir, est illuminé. Et donc l'aspect, ce qu'il faut savoir, ce château est un château industriel, un château du XXe siècle, puisqu'il a été construit en 1900, à partir de 1905, 1906, par une veuve, donc Marie Hutschneider, j'en parlerai encore tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut savoir, chers visiteurs, qu'ici vous êtes à l'arrière. À l'époque, c'était l'arrière, ce n'était pas l'entrée principale. L'entrée principale était de l'autre côté, que nous allons découvrir tout à l'heure sur le balcon. Par contre, donc on va démarrer ici, rentrer sur cette façade un peu très particulière. Vous allez voir par rapport à l'arrière et sur la maquette, nous sommes ici sur une façade absolument asymétrique. C'est un style appelé néoclassique, c'est-à-dire vous n'avez aucun élément semblable à l'autre, que ce soit des fenêtres, que ce soit les hauteurs, que ce soit, regardez la corniche, tout est différent. Et néoclassique puisqu'on a un rappel presque médiéval avec cette grande tour de côté, sur le côté gauche, qui vous fait penser au donjon, donc la tour la plus haute d'un château. S'il vous plaît. Alors ce qu'il faut savoir, c'était un peu la volonté, surtout on va dire la mienne et celle de l'agglomération qui a son administration ici dans ce château, donc de recréer. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé, c'est que ce château, d'un point de vue par ses occupants, par ses propriétaires, est vide a été vidé en 1938, puisque Marie décède et son fils dans la même année. Et pour les plus anciens, savent qu'à partir de 1939, on a évacué les habitants de Sarreguemines, sont arrivés les Allemands. Après les Allemands, il y a eu énormément de choses que j'en reparlerai tout à l'heure. Donc il n'y a plus jamais eu, ici, dans cette pièce, qui est le salon d'honneur sur votre fiche, mais qui est en fin de compte la salle à manger. Ça a toujours été la salle à manger d'honneur ici. Donc c'est la première fois depuis, on va dire 1938, qu'à nouveau, nous avons essayé de restituer une salle à manger complète pour 6 personnes avec un beau service, le service papillon. Pour une fois, on n'a pas osé, je n'ai pas voulu mettre l'Aubernais, puisque le papillon est vraiment quelque chose de merveilleux.
et donc pour rester en respect avec la nature ici. Là, nous voyons ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette forme asymétrique, complète, hein, avec un corps de garde, avec cette tour, une autre tour qui est en fin de compte l'entrée du personnel. Et venez par ici, regardez voir. Ne soyez pas choqués, la différence, c'est la vue arrière. Nous avons une symétrie parfaite, à 100%. Regardez, personne ne le remarque, on passe toujours devant cette bâtisse, et en fin de compte, il y a un pilier en face. Il y a des choses complètement différentes, là les architectes se sont vraiment fait plaisir. Merci Justine, merci Charles. Alors vous êtes ici dans le hall, sous ce fameux lustre, le magnifique lustre donc, de Saint-Louis bien entendu. Les personnes rentraient à l'époque de ce côté-ci, donc par l'entrée arrière. Donc au début, on avait ici l'espace vide, se plaçait un premier salon et un grand salon et un petit salon. Bien sûr la salle à manger, et ici dans la continuité nous avions un bureau et on va voir la salle de billard. Alors, justement, donc ici, les gens n'avaient pas forcément accès. Par contre, Marie, c'est ici, elle était une très grande amateur d'art, de danse, de musique. C'est ici que se passaient les différentes soirées, les soirées mondaines, les soirées bourgeoises, et même sous l'époque, dans les années 60, sous l'époque de Piron, de Marcel Piron, également ici, les fêtes de fin d'année, les banquets, les remises de médailles se faisaient ici. C'est également, sous l'époque Piron, déjà encore cette salle servait, on va dire, on dirait aujourd'hui, de showroom. Voilà, vous êtes dans la salle de conseil, la salle de séance, la salle de délibération de l'agglomération Sarreguemines-Confluence. Alors, ce qu'il faut savoir, on regroupe ici les délégués, les représentants de l'agglo de 26 communes. Alors, à l'époque, ici, il y avait, donc c'était, si vous voulez, deux pièces. En l'occurrence, donc, vous avez dans le prolongement la salle à manger, où nous avons été. Donc, il faut savoir que tout ça était d'un seul tenant, avec bien sûr des travées. Et on pouvait, à l'aide de portes amovibles, aller d'un côté à l'autre, c'est-à-dire ouvrir complètement. Ici, la salle de billard, le bureau, on va dire, à l'époque, on disait aussi le fumoir, hein, c'était plutôt ça. Le petit salon, le grand salon, le petit salon et la salle à manger. Donc en fonction des visiteurs, tout le monde n'avait pas accès à tout. Vous entendez, il y avait quand même, hiérarchiquement, il y avait, on va dire, un tri. Hein. Et puis, bien sûr, l'accès sur le hall. Alors ce qu'il faut savoir, cette bâtisse, ce château, avait 37 chambres pour 640 mètres carrés. Il faut savoir que dans ce bâtiment, pratiquement, toutes les chambres étaient équipées, ou toutes les deux chambres, avec une salle de bain. Eau chaude, eau froide. Ce qui veut dire qu'ici, au sous-sol, nous avons des chaudières. En l'occurrence, nous avons 3 chaudières. Une chaudière dédiée, bien sûr, à l'eau chaude, une chaudière au chauffage, et une en réserve, parce que si jamais en hiver, là, il y en a une qui tombe en panne, bon, ça fait pas bien, ça le fait pas. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est le rêve, je crois le rêve de toute femme. De toute femme. Regardez voir cet objet qu'on voit ici, qui ressemble à une grosse machine à vapeur. Imaginez-vous, nous sommes début 1900 et nous avons un aspirateur, une aspiration centralisée de poussière. Vous avez pu attirer votre aspirateur. Voilà, vous n'avez pas besoin le modèle américain ou autre, vous n'en avez pas besoin. Vous mettez le tuyau dans le mur et puis voilà, c'est quand même fascinant. Donc vous êtes ici dans le bureau du président de l'agglomération, M. Roth.
Donc voilà son bureau, vous voyez que c'est pas non plus, il n'y a pas d'extravagance dans le bureau du président. Faut quand même laisser, il est très très modeste. Et donc à l'époque, c'était la chambre à coucher de la propriétaire, donc de Marie. Marie Hutschneider, bon, il faut savoir qu'elle est malheureusement, déjà quand elle fait construire ce château, elle est veuve. Elle est veuve à 38 ans, mais elle fait malgré tout construire ce château qui devait probablement être leur projet de couple. Donc elle construit, elle s'appelle, donc elle est également héritière d'une famille, c'est les Zorn-Plopsheim, d'une riche famille banquière. Donc c'est pas les moyens qui manquent. Vous avez bien compris qu'ici l'argent ne jouait pas de rôle. Donc voilà, à l'époque ça coûtait à peu près 300 000 marks de l'époque. Donc voilà. Bagatelle. Donc à l'époque, il y avait encore à côté, bien sûr, des toilettes tenant à la chambre et également des salles de bain décorées à Art Nouveau. Et tenez-vous bien, on est en plein Jugendstil Art Nouveau, et bien sûr les toilettes avec accoudoir, s'il vous plaît.